Alors, nous allons débuter notre premier panel. Le titre de ce panel est « Grandir entre défis et ambition. Quelles avenues pour la jeunesse immigrante ?» Donc, pour vous décrire un peu ce qu'on va faire au cours des prochaines minutes, parlons des 50 dernières années qui ont été marquées par un accroissement de la diversité ethnoculturelle au sein de la jeunesse francophone. Près du tiers des immigrants arrivés au Canada entre 2011 et 2016 avaient 24 ans ou moins. Et pour les communautés francophones, la jeunesse immigrante représente un investissement dans leur avenir. Alors, ce panel aujourd'hui va examiner les facteurs qui influencent l'intégration scolaire, sociale et économique des jeunes immigrants d'expression française et les stratégies mises en place pour répondre à leurs besoins. Merci. Notre première panéliste, j'invite Mme Brigitte Chavez. Mme Brigitte Alejandra, oui, voilà. Chavez est une analyste au Centre de la statistique ethnoculturelle, langue et immigration à Statistique Canada. Elle a œuvré dans le domaine des langues en 2010. Elle est co-auteure de portraits de minorités de langues officielles au Canada et également, elle a collaboré à diverses études et présenté plusieurs exposés portant sur les groupes de langues officielles et sur les populations immigrantes de langues officielles minoritaires au Canada. Alors, accueillez, s'il vous plaît, Mme Brigitte Chavez. Bonjour. Je dois dire que j'ai été particulièrement émue en écoutant le récit de l'expérience migratoire de la très honorable Mme Michaëlle Jean. Je suis moi-même arrivée dans les années 70 en provenance du Chili. Beaucoup de nos expériences se recoupent en tant qu'immigrants. Je pense que la très honorable Mme Michaëlle Jean a réussi à cerner les défis auxquels les immigrants sont confrontés en s'établissant au Canada. Cela dit, je suis ici pour vous présenter un portrait démographique des jeunes immigrants de langue française du Canada hors Québec. L'analyse que je vais faire dans cet exposé est purement descriptive. Je ne vais donc pas, par exemple, vous énumérer les causes qui expliqueraient le taux de chômage des jeunes immigrants. Cet exposé comporte 3 sections. La première présente la source des données et une définition. La deuxième porte sur des statistiques du poids démographique de la population immigrante de langue française à l'extérieur du Canada. Et la troisième et dernière section présente certaines caractéristiques socio-économiques de cette même population. Je vais aller vite parce qu'on nous a dit de raccourcir, donc je vais avoir tendance à parler très vite si je veux tout couvrir. Les données qui sont présentées dans cet exposé sont tirées du recensement de la population de 2016 et sont disponibles gratuitement sur le site web de Statistique Canada. À mon avis contraire, dans cet exposé, la population immigrante de langue française correspond aux immigrants ayant le français comme première langue officielle parlée, et à la moitié de ceux ayant le français et l'anglais comme PLOP. Commençons donc avec des statistiques qui nous permettront d'avoir une meilleure idée du poids démographique de la population immigrante de langue française du Canada hors Québec. En 2016, il y avait au Canada hors Québec 1 015 000 personnes ayant le français comme première langue officielle parlée. Au sein de cette population de langue française, on retrouve 12,8 % d'immigrants, c'est-à-dire environ 130 000 personnes. Oui. Les jeunes de moins de 25 ans représentaient en 2016 1/5 de la population immigrante de langue française du Canada hors Québec. Quant à ceux âgés de 15 à 24 ans, ils ne représentaient que 11,4 %. Les données de ce graphique nous permettent de constater que la population immigrante de langue française n'est pas si jeune. En fait, en 2016, presque la moitié, soit 46 % de cette population, était âgée d'au moins 45 ans.
En 2016, 14 100 immigrants de langue française âgés de 15 à 24 ans résidaient au Canada, hors Québec. 90% de ces immigrants vivaient en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. La plupart résidaient dans des grandes villes. La principale étant la RMR de Toronto, où se trouvait un tiers de tous les jeunes immigrants de langue française du Canada hors Québec. Suivi de la RMR d'Ottawa, où vivaient près du quart des jeunes immigrants de langue française, soit 22,5%. C'est en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario que l'on observe les plus fortes proportions d'immigrants au sein de la population de langue française âgée de 15 à 24 ans. En Colombie-Britannique et en Alberta, plus du quart des jeunes de langue française étaient d'origine immigrante. Dans les provinces de l'Atlantique, seuls 2,4% des immigrants faisaient partie de ce groupe d'âge. Passons maintenant à une section sur le bilinguisme français-anglais. En 2016, au moins 93% des jeunes immigrants et des jeunes non-immigrants de langue française ont déclaré être capables de soutenir une conversation en français et en anglais. En revanche, seule une minorité de l'ensemble de la population âgée de 15 à 24 ans du Canada hors Québec était bilingue, soit 13,4%. Jusqu'aux années 70, les immigrants provenaient surtout de pays occidentaux et de l'Europe de l'Est. Depuis, un nombre croissant de personnes en provenance de l'Asie, incluant le Moyen-Orient, l'Amérique latine, des Caraïbes et de l'Afrique, sont venus s'installer au Canada, hors Québec. Les données présentées dans ce graphique témoignent de la diversité des continents sources d'immigration. On constate qu'en 2016, plus de 80% des jeunes immigrants de langue française étaient nés en Afrique, dans les Amériques ou en Asie, incluant le Moyen-Orient, et que seuls 17,3% provenaient de l'Europe ou des États-Unis. En 2016, environ le quart des jeunes immigrants de langue française étaient nés en France, Haïti, aux États-Unis, au Maroc ou au Liban. Nous allons maintenant aborder le thème de la scolarité des jeunes immigrants de langue française. Ces graphiques présentent des données sur la proportion de la population détentrice de diplômes universitaires au niveau du baccalauréat ou supérieur, ainsi que sur la proportion de détenteurs des diplômes collégiales ou d'un autre établissement universitaire. On note qu'une plus grande proportion de jeunes immigrants de langue française, c'est-à-dire 12,1%, détenaient un diplôme universitaire comparativement à 9,4% des non-immigrants de langue française. On observe ce même phénomène chez les personnes de langue française âgées de 25 à 44 ans, mais l'écart entre les immigrants et l'ensemble des personnes du même groupe d'âge est beaucoup plus grand. En effet, près de la moitié des immigrants âgés de 25 à 44 ans, soit 46,5, détiennent un diplôme universitaire au niveau du baccalauréat ou supérieur, comparativement à 29,5% des non-immigrants. Ces graphiques présentent des données sur le lieu d'obtention du diplôme universitaire. On constate que les immigrants de langue française âgés de 25 à 44 ans étaient plus susceptibles d'avoir obtenu leur diplôme universitaire à l'extérieur du Canada et des États-Unis que ceux âgés de 15 à 24 ans. On voit ici que près de la moitié des immigrants âgés de 25 à 44 ans avaient étudié à l'extérieur du Canada et des États-Unis, alors que cette proportion était de 10,5% chez les jeunes immigrants. Ce graphique présente les principaux domaines d'études des jeunes immigrants de langue française. En 2016, près des 2 tiers, soit 65,9% des jeunes immigrants de langue française, détenaient des diplômes universitaires dans un des 4 domaines suivants.
domaine du commerce, gestion et administration publique, domaine des sciences sociales, domaine de la santé et domaine des sciences physiques et de la vie et technologie. On va maintenant poursuivre l'exposé en présentant des statistiques sur la participation des jeunes immigrants au marché du travail. En 2016, le taux d'emploi des jeunes immigrants de langue française était inférieur à celui de l'ensemble des jeunes du Canada hors Québec. On voit ici que 38,7 % des jeunes immigrants étaient en emploi comparativement à 51 % de l'ensemble des jeunes du Canada hors Québec. Inversement, le taux de chômage des jeunes immigrants de langue française qui se situait à 25,1 % en 2016 était supérieur à celui de l'ensemble des jeunes du Canada hors Québec qui, lui, était de 16,4 %. Par contre, parmi les personnes âgées de 25 à 44 ans, les écarts entre les taux d'emploi et les taux de chômage des immigrants de langue française et de ceux de l'ensemble de la population du Canada hors Québec du même groupe d'âge sont bien plus petits. Par exemple, on constate que le taux de chômage des immigrants âgés de 25 à 44 ans de langue anglaise était de 7,5 %, alors que celui de l'ensemble de la population du même groupe d'âge se situait à 7,1 %. Nous poursuivons cet exposé avec la présentation de statistiques portant sur la fréquence de la situation de faible revenu. Les lignes de faible revenu ne sont pas des seuils de pauvreté. Elles sont plutôt établies à partir d'une méthodologie qui permet de repérer les personnes qui sont nettement désavantagées par rapport à la moyenne. Parmi les jeunes, les immigrants de langue française étaient plus susceptibles d'être en situation de faible revenu que les jeunes de l'ensemble du Canada hors Québec en 2016. En effet, le quart, soit 25,6 % des jeunes immigrants de langue française, se trouvaient en situation de faible revenu comparativement à 16,3 % de l'ensemble des jeunes du Canada hors Québec. Par contre, parmi les personnes âgées de 25 à 44 ans, l'écart entre la proportion d'immigrants en situation de faible revenu et la proportion des personnes dans cette situation au sein de l'ensemble de la population du Canada hors Québec était plus faible. En effet, 17,7 % des immigrants de langue française âgés de 25 à 44 ans étaient en situation de faible revenu comparativement à 12,6 % de l'ensemble de la population du même groupe d'âge. Il est à noter que ce sont les immigrants qui n'ont ni le français ni l'anglais comme première langue officielle parlée qui se trouvent le plus souvent en situation de faible revenu. Le dernier thème que nous aborderons dans cet exposé est celui des professions. En 2016, plus de la moitié, soit 58,1 % des immigrants âgés de 15 à 24 ans, avaient des professions dans les domaines des services personnels et services d'information de la clientèle ou des ventes, ce qui correspond à peu près à la même proportion que l'on observe pour l'ensemble des jeunes du Canada hors Québec. Donc, rapidement, de cet exposé, on retient, entre autres, qu'en 2016, la population immigrante âgée de 15 à 24 ans résidait principalement en Ontario, en Alberta ou en Colombie-Britannique, que la plupart des jeunes immigrants de langue française sont bilingues, qu'en 2016, la majorité, soit 80 % des jeunes immigrants de langue française, étaient nés en Afrique, dans les Amériques ou en Asie, que parmi les jeunes, les immigrants de langue française étaient plus susceptibles d'être en situation de faible revenu que ceux de l'ensemble de la population, et finalement, que le taux de chômage des jeunes immigrants de langue française est supérieur à celui de l'ensemble de la population du même groupe d'âge. Comme je l'ai mentionné préalablement, les données que j'utilise dans cet exposé sont disponibles sur notre site Web. Vous voyez l'adresse du site Web. Vous pouvez aussi communiquer par courriel si vous avez des questions ou par téléphone avec Statistique Canada. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Je pense que j'ai été très, très vite, mais j'ai essayé d'économiser du temps. Merci. On vient de gagner quelques minutes.
Alors, le 5 à 7 est à 9h20. Merci. Passons maintenant à notre autre panéliste. Il s'agit de Malanga Georges Libois, qui est professeur agrégé au département de sciences de l'éducation à l'Université Sainte-Anne. Ses recherches traitent de l'éducation des jeunes francophones issus des communautés culturelles au Québec et de la francophonie en situation minoritaire, notamment en Nouvelle-Écosse et en Alberta. S'intéresse également aux problèmes relatifs au recrutement et à la rétention, ce qu'on a beaucoup de difficultés à avoir, la rétention des personnes immigrantes dans les communautés minoritaires anglophones au Québec, ainsi qu'aux enjeux qui touchent les jeunes immigrants LGBTQ en milieu scolaire. S'il vous plaît, accueillez M. Malanga Georges Libois. OK, merci beaucoup Stéphane. J'aimerais juste corriger une petite chose. C'est Malanga Georges Libois. C'est pas Libois, mais c'est pas grave. C'est pas la première fois qu'on m'appelle comme ça. OK, je vais vous présenter les résultats d'une recherche de type exploratoire que j'avais menée à Halifax. Cette recherche a été financée par la FAN, la Fédération des Acadiens de la Nouvelle-Écosse, via Immigration francophone. Donc, comme vous le savez, on l'a déjà dit ici, beaucoup d'élèves viennent de pays étrangers dans nos écoles. Alors, le contexte est là. Comme vous voyez, c'est à cause de la mondialisation des marchés. Il y a beaucoup de déplacements, des sociétés qui bougent, de l'interdépendance des nations, l'importance croissante de la technologie, la pauvreté. Vous voyez des caravanes, des gens qui quittent un pays pour aller aux États-Unis, ils font des milliers de kilomètres en marchant. Le vieillissement de la population, tout ça, c'est un peu à la base de tous ces mouvements que nous vivons. Alors, je vais faire l'état des lieux dans les écoles, parce que quand les immigrants arrivent, ils viennent avec leurs enfants. Et ces enfants se retrouvent dans nos écoles. Ici, particulièrement, il s'agit des écoles francophones en milieu minoritaire. Comme vous le savez, ces écoles ont une mission particulière, protéger la langue et promouvoir la culture française. Donc, normalement, dans sa fondation, dans l'article 23 de la Constitution, cette école ne devait pas prendre d'autres personnes qui n'ont pas la langue maternelle, les Français. Mais maintenant, on a ouvert la porte à certains élèves issus de l'immigration. Alors, nous sommes allés voir comment s'est passée l'intégration dans ces milieux scolaires. Parce que ce sont des écoles qui n'ont pas été formées pour accueillir des gens qui ne parlent pas le français et qui viennent d'autres pays. C'était vraiment focalisé sur les minorités, des francophones de la minorité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez rapidement les petits chiffres que je vous ai donnés là. Ça m'a été donné par les conseils scolaires acadiens provinciaux. On a eu à poser 4 questions dans cette recherche. Quels sont les besoins spécifiques que rencontrent les élèves immigrants dans leur processus d'intégration scolaire dans les écoles de CSAP à Halifax? Quelles sont les ressources dont disposent les conseils scolaires pour faciliter la réussite de ces élèves immigrants? Comment se passe la collaboration école francophone et familles immigrantes? Et enfin, est-ce que les professionnels de l'enseignement, c'est-à-dire les profs, les intervenants, sont-ils bien préparés pour accueillir ces élèves et réussir à les intégrer? Donc là, je vais passer rapidement. On a fait des entrevues et aussi des groupes de discussion avec les enseignants, les parents, les directeurs d'école et les intervenants scolaires et sociaux. Alors là, j'arrive rapidement aux défis qui se posent dans ces écoles. D'abord, c'est le manque d'informations sur les parcours migratoires et les profils des élèves. Comme vous savez, les écoles de CSAP n'étaient pas habituées à accueillir ces élèves-là qui viennent, parce que ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des élèves qui viennent un peu de partout, de la Syrie,
des gens qui étaient dans les camps de réfugiés qui viennent d'arriver. Certains sont dans ces écoles-là, de l'Afrique, et de la Chine et dans d'autres pays. Alors que dans le fonctionnement, on continue à utiliser les mêmes outils, les mêmes formulaires qu'on utilise pour les élèves homogènes, c'est-à-dire des élèves qui sont là depuis la création de l'école, des élèves d'origine acadienne et francophone canadienne. C'est-à-dire ces élèves qui arrivent, qui ont vécu la guerre, ont eu beaucoup de troubles, et puis normalement on devait avoir plus d'informations pour bien diagnostiquer leurs besoins. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont vécu. Les vécu aussi dans des familles, puisqu'il y a des parents qui ne travaillent pas, il y en a qui sont aux études, qui ont des difficultés, qui ne parlent pas la langue, qui parlent l'arabe, ils ne peuvent pas aider ses enfants à faire des devoirs à la maison. Tous ces éléments-là, on devrait vraiment mettre toutes ces informations à la disposition de l'école. Mais on continue encore à utiliser les vieux formulaires qu'on avait créés pour une population homogène. Alors, je vais passer rapidement. La barrière linguistique, c'est le deuxième problème. Ici, il y a deux catégories d'élèves. Il y a des élèves qui n'ont pas de problème d'apprentissage comme tel, mais qui ont des problèmes seulement de la langue. Prenons par exemple des élèves chinois qui arrivent, qu'on accepte dans ces écoles-là, et n'ont pas été dans des situations de guerre ou quoi, mais ils arrivent ici, ils ne parlent pas la langue, ils ne parlent pas le français. Ça, c'est un premier défi concernant la langue. Il y a aussi des élèves qui ont des problèmes d'apprentissage, qui ont été dans des camps de guerre, par exemple, des Syriens, et d'autres de la région des Grands Lacs africains, qui ont aussi les problèmes d'apprentissage et les problèmes de la langue. Donc on se trouve ici devant des cas, des catégories d'élèves. Donc je vais juste passer pour venir pour ne pas manquer le temps. Il y a aussi le manque de sessions d'information aux parents. Les parents, quand ils arrivent, souvent ils passent par des organismes qui orientent ces élèves dans les écoles de CSAP. Tout se passe par les canaux de ces organismes-là. Mais c'est très rare, ou presque jamais, on organise des sessions pour accueillir ces parents-là qui arrivent, pour leur expliquer un peu comment ça fonctionne, le système scolaire ici. Il vient d'un autre système scolaire, d'autres systèmes scolaires qui sont tout à fait différents de la façon dont on fonctionne ici. Donc, ce manque d'information, les parents ne savent pas quelles sont les attentes de l'école face à eux, et aussi quelles sont leurs attentes face à l'école. Il n'y a pas d'information qui s'organise. Donc, tout se passe par les canaux des personnes interposées. Le problème des ressources est disponible dans les écoles. Ces écoles-là, bien qu'ils acceptent d'accueillir ces élèves pour les franchiser, mais ils n'ont pas des outils, ils n'ont pas des ressources nécessaires pour pouvoir encadrer. Parce que la mission de l'école, ce n'était pas d'accueillir des élèves issus de l'immigration. Donc on devait normalement avoir des outils et des ressources, mais ces écoles n'en ont pas, parce que ce n'était pas sa mission. Nous avons constaté qu'il y a vraiment un besoin criant. On devait engager des gens pour pouvoir aider ces élèves-là qui ont des difficultés à faire leurs devoirs à la maison. Les parents ne parlent pas la langue et eux-mêmes ont des difficultés à apprendre parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue de l'école. Donc tout ça, ce sont autant de difficultés que racontent ces élèves-là. Les ressources dans la communauté, il y a seulement un seul organisme qui essaye d'aider ces élèves-là à faire leurs devoirs, c'est l'immigration francophone de la Nouvelle-Écosse. Et cela se fait seulement les samedis. Normalement, les devoirs à l'école, ça se donne tous les jours. Et on a besoin d'aider ces enfants presque au quotidien. Et il faut que les parents se déplacent avec les enfants jusqu'au centre-ville où se trouve l'immigration francophone. Normalement, ça ne devrait pas être comme ça. On devait trouver beaucoup de centres pour pouvoir aider ces élèves-là à faire les devoirs presque au quotidien. Préparation des enseignants. Comme j'ai dit, les enseignants, moi-même j'enseigne, je forme des futurs enseignants. La formation continue à être comme si c'était il y a 30, 40 ans, comme on forme vraiment une population homogène.
Donc, on ne tient pas compte que dans les milieux scolaires, il y a beaucoup des élèves qui viennent avec des besoins particuliers et des besoins spéciaux. Déjà au niveau des institutions, dans les universités, il n'y a pas eu vraiment de grands changements encore pour pouvoir préparer les enseignants à faire face à cette réalité-là. Beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce qu'il faut faire face à ces parents. Différences culturelles, différences de toute nature. Alors, c'est vraiment ça qui fait partie aussi des problèmes. Relation avec les parents nouvellement arrivés. Là aussi, les enseignants ne savent pas comment collaborer, comment coopérer avec ces parents-là. Parce qu'il y en a des enseignants qui disent, par exemple, des enseignants évoquent les barrières linguistiques comme obstacle à toute collaboration. Ils trouvent que c'est difficile, ils ne peuvent pas communiquer avec ses parents parce qu'ils ne parlent pas la langue et tout ça. Et on les envoie surtout vers les sites de l'école où on place les informations, c'est-à-dire les portails de l'école, par exemple, PowerSchool, des choses comme ça. OK. Alors, tout cela, ça pose des défis majeurs pour ces écoles. Je vais juste terminer sur les défis en lisant cette citation qui englobe un peu ce qu'un des enseignants m'avait dit. Il arrive parfois que les élèves t'arrivent du coup dans ta classe. Tu n'as pas d'informations, tu n'es pas au courant du parcours migratoire, tu n'es aucunement au courant de ce que l'élève a vécu et il ne parle ni français ni anglais, ou il parle un peu le français. Tout ce que tu attends, c'est que l'élève reste dans ta classe. Il est certain que si l'élève n'entend pas ce que l'enseignant dit, il n'est pas à l'aise. Et tu ne peux pas l'aider à son intégration parce que tu as 30 autres élèves. Et tu ne peux pas blâmer l'administration parce qu'elle aussi n'a pas l'information. On est menotté. Ça, c'est vraiment, ça résume un peu ce que les enseignants vivent. Alors, comme recommandation que moi je leur ai proposée, c'est de constituer des dossiers qui reprennent toute l'information, les profils des élèves, de créer des classes d'accueil, des volets, une classe pour les élèves ayant seulement des problèmes d'engager et l'autre pour des élèves qui ont aussi des problèmes d'apprentissage. Avoir plus d'agents, de liaisons pour les écoles pour faire les liens avec les parents. Trouver des ressources dans la communauté, au lieu que ce soit seulement immigration francophone en ville, il faut qu'on ait des liens, des centres d'aide aux devoirs dans des quartiers aussi pour aider ces élèves-là. Offrir des possibilités de formation des enseignants en ce qui concerne la gestion de la diversité en milieu scolaire. Aussi évaluer le niveau d'élèves avant de les placer dans les classes. Parce que la plupart d'élèves qui arrivent, même ceux qui ont été dans les camps de réfugiés, ont manqué des années scolaires. Ils arrivent, il a 10 ans, on le place directement en 5e année, sans tenir compte de l'écart qui existe entre lui et les autres. Donc, c'est vraiment, il faut d'abord évaluer les niveaux scolaires de ces élèves-là, offrir des journées d'information aux parents, et puis recourir aux besoins aux personnes bénévoles. Alors, de toutes ces recommandations, les conseils scolaires en ont vraiment pris en considération. Ils ont créé des classes d'accueil à l'école Beau-Bassin. Ils ont fait l'élaboration d'un procédé d'accueil des familles nouvellement arrivées. Ils ont vraiment retravaillé les documents pour noter les profils migratoires des élèves. Ils ont prévu de faire des sessions de formation pour les parents et aussi former leurs enseignants à cette réalité sur l'interculturalité. Et puis, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, ils ont créé un programme de langue additionnelle. Voilà un peu, c'était bref, mais c'était rapide. Merci. Alors, un gros merci. Je me reprends, M. Malanga, Georges Liboy. Passons maintenant à notre autre panéliste. En passant, si vous avez des questions, peut-être les noter. On aura une période de questions qui va être un petit peu plus courte, malheureusement. Mais simplement, donc, vous rappeler. OK. Prochaine panéliste, elle est du Conseil jeunesse provincial du Manitoba. Son nom, c'est Manon Guénaud.
Originaire de la Normandie, en France, elle est arrivée au Canada pour un service civique en 2016. Et c'était d'une durée de 9 mois. Et au cours de sa mission, elle a développé le programme Jumelage plus 1 au sein du Conseil jeunesse provincial au Manitoba. Alors, ce projet-là, plus 1, veut engager les jeunes d'expression française au Manitoba dans l'intégration de l'autre qui était à la recherche de moyens pour s'épanouir au sein de la francophonie au Manitoba. Et elle est retournée en France, mais elle est revenue à Winnipeg, où elle suit de près l'évolution du programme qu'elle a mis sur pied. Alors, le programme qu'elle a mis sur pied. Alors, accueillons, s'il vous plaît, Manon Guénaud. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment très fière d'aujourd'hui vous présenter le projet Plus 1. Je tiens à remercier la FCFA de votre invitation. Alors, voici. À deux, c'est mieux. Donc voici le projet Plus 1. Moi, je tiens à vous dire que j'ai été vraiment accueillie par la communauté francophone à Winnipeg, les bras ouverts, comme vous pouvez le voir. J'ai eu une expérience extraordinaire, j'ai fait des rencontres incroyables et je me suis complètement épanouie dans mon expérience. Alors pour commencer, je vais vous donner quelques informations pour vous mettre un peu en contexte. Donc sur le plan de l'éducation, la division scolaire franco-manitobaine existe depuis 1994 et l'Université de Saint-Boniface ne cesse d'augmenter ses programmes. Or, malgré ce plein accès à l'école française, on observe au Manitoba plusieurs difficultés. L'inertie et le désengagement des jeunes, leur manque de connaissances en matière de culture et d'histoire, l'inadéquation de l'école pour proposer des activités scolaires, sociales, amusantes et passionnantes. Le Manitoba, comme le reste du pays, recherche activement des immigrants. Ici, la cible est de 700 personnes francophones par année. Le plan stratégique de la francophonie manitobaine affirme que la capacité d'intégrer de nouveaux membres au sein de la communauté francophone est une condition essentielle à sa vitalité. La francophonie du Manitoba connaît donc depuis quelques années une augmentation du nombre d'immigrants dans la population scolaire. Ces nouveaux arrivants proviennent de divers pays et de divers contextes de migration. L'amitié est une clé pour l'intégration. Même si les immigrants sont recherchés, il n'est jamais facile de s'intégrer à une communauté locale. Nous ne faisons pas exception à cette règle, surtout que le repli des francophones sur eux-mêmes a longtemps été un moyen de survie. Encore aujourd'hui, s'intégrer à la francophonie manitobaine n'est pas chose aisée. Les jeunes d'expression française qui viennent d'ailleurs, Manitoba, autres provinces ou autres pays, ont du mal à s'intégrer. Pourtant, il existe beaucoup de possibilités de divertissement au Manitoba. Les avantages de l'amitié. D'importantes études démontrent, dans le monde entier, que les étudiants internationaux se font peu d'amis dans la population locale. Au Canada, le Bureau canadien de l'éducation internationale, BCEI, révèle que 53% des étudiants originaires de l'étranger disent ne pas avoir d'amis canadiens. Parmi les facteurs évoqués, les barrières linguistiques, la timidité des étrangers, l'indifférence des Canadiens, qui ont déjà leur cercle d'amis et leurs habitudes. La difficulté de se faire des amis varie selon le pays d'origine des étudiants. Il est facile de remarquer ce phénomène au Manitoba. En 2015-2016, 22% de ces 1494 étudiants à l'Université de Saint-Boniface, soit près de 300, provenaient de l'extérieur de la province. Les avantages de bonnes relations entre étudiants sont nombreuses. Promotion de la bonne entente internationale, meilleure réussite scolaire, amélioration des capacités linguistiques et amélioration de la vie humaine. Fait très intéressant, les 3000 personnes sondées par le BCEI recommandent, parmi des idées de gestes pouvant favoriser leur intégration, de créer plus d'occasions d'échanger entre les étudiants étrangers et les étudiants canadiens. Promouvoir ces activités d'échange, sensibiliser les Canadiens à la communication interculturelle. Le projet Plus 1 répond donc à tous les défis de la situation actuelle. Il offre aux jeunes des occasions de se réunir, de s'amuser et de socialiser en français à l'extérieur de l'école. Il favorise le dynamisme et l'engagement chez les jeunes. Il augmente les compétences culturelles des jeunes. Il encourage la fraternité. Il soutient l'intégration des jeunes étrangers à la communauté locale. Il assure des liens
à long terme entre le Manitoba et la francophonie internationale. Plus 1 apparaît donc comme une solution clé à l'ensemble de la situation décrite ci-dessus. Au bout du compte, c'est la vitalité et la pérennité de nos communautés francophones qui sont visées. Le mandat du Conseil jeunesse provincial est de développer chez la jeunesse la capacité et la volonté de participer activement à la francophonie au Manitoba. C'est dans ce contexte que le CJP propose de développer le projet Plus 1, qui renforcerait l'investissement des jeunes d'ici et d'ailleurs dans la vie francophone au Manitoba. D'une durée d'environ 4 mois, le projet Plus 1 serait conduit tous les semestres, septembre et janvier. Le principe est simple. Plus 1 crée un mouvement à double sens. Des jeunes engagés et branchés au Manitoba font connaître leur francophonie à des jeunes moins intégrés au sein de la francophonie, alors que ces derniers s'engagent à découvrir le Manitoba tout en partageant leur propre culture. Le projet Plus 1 est donc un programme de jumelage entre 2 jeunes engagés, un accueillant et un accueilli. Le recrutement des participants se fait à diverses occasions, par exemple à des foires étudiantes ou à des journées portes ouvertes. Les médias sociaux sont un moyen supplémentaire de faire connaître le projet au sein de la clientèle ciblée. Nous travaillerons en étroite collaboration avec certains de nos partenaires, par exemple l'accueil francophone, l'Université de Saint-Boniface, le Bureau international de l'USB, l'association étudiante de l'USB et le réseau en immigration francophone RIF, pour promouvoir le projet Plus 1 et trouver les participants. Quelques définitions sur le projet Plus 1. Donc, nous avons l'accueillant. Voilà. L'accueillant, qui habite au Manitoba depuis longtemps ou non. L'important est que cette personne éprouve un vif désir d'accueillir un autre jeune, de lui faire découvrir la francophonie manitobaine et de favoriser son intégration à cette francophonie. L'accueillant s'engage donc à suggérer de temps à autre des sorties et des rencontres à l'accueilli, si possible en lien avec des champs d'intérêt qu'ils ont en commun. Et l'accueilli provient d'un autre quartier, d'une autre région manitobaine, d'une autre province canadienne ou d'un autre pays. Il s'agit d'un jeune qui veut en savoir plus sur la francophonie de regroupement local, rencontrer des gens, s'amuser et socialiser en français, vivre des occasions passionnantes de regroupement, s'adonner à des activités correspondant à ses goûts. Il s'engage à saisir des occasions de sortie que lui suggère son accueillant et à se retourner vers cet individu pour toute question liée à son épanouissement au Manitoba. Le jumelage de Plus 1 est une relation frère-sœur, sœur-sœur ou frère-frère. Nous lui donnons le sympathique nom de binôme, qui veut dire ensemble de 2 camarades. Idéalement, les personnes jumelées ont le même âge, sont de même sexe et partagent certaines passions. Attention, ce n'est pas une agence de cœur. Les jeunes recherchés peuvent avoir entre 14 et 25 ans, mais notre cible principale est la clientèle universitaire, âgée de 18 à 25 ans. Aspect très intéressant, la personne accueillie peut devenir accueillante lorsqu'elle s'en sent prête. Si les relations sont tendues dans un binôme, ce binôme pourra être dissous et le CJP tentera de réaffecter les participants à un nouveau binôme en cours de projet. Alors voici un exemple de formulaire d'inscription. Lors de leurs inscriptions, les jeunes font part de leur champ d'intérêt. Donc ça peut être art, histoire, musique, plein air, sport, écologie ou découverte culinaire. Lorsqu'il a reçu toutes les inscriptions, le CJP propose des jumelages selon ses préférences, former des jumelages selon les passions en commun de 2 personnes. D'expérience, nous savons que les jeunes ont besoin de liberté, mais aussi d'un minimum d'encadrement. Si nous donnons exclusivement aux accueillants la responsabilité d'inviter leur père à des sorties, plusieurs binômes risquent de se désagréger dans les premières semaines par manque d'idées ou par oubli. Il existe au Manitoba une panoplie d'occasions de sortir pour les jeunes, mais il est si intimidant de sortir seul, même à 2 en binôme, cela peut être inconfortable. Le CJP suggérera donc, toujours en collaboration avec ses partenaires, des sorties et des activités de groupe. Quelques idées comme le cinéma, camping, resto, musée, spectacle de musique, impro, théâtre, festival. Des activités répondant au goût particulier de certains binômes pourraient être programmées. Les activités ont lieu dans la ville de Winnipeg et dans différentes régions du Manitoba, et ce, le soir et la fin de semaine. Bien entendu, les initiatives privées par binôme sont encouragées. Il doit être clair que l'accueillant ne paie pas pour l'accueilli et qu'il ne l'héberge pas. Dans la mesure du possible, nous prévoyons des sorties gratuites ou très accessibles. Donc pour l'accompagnement, il est important de rappeler que les binômes ne sont pas laissés à eux-mêmes. Même si leur esprit d'initiative est essentiel à la réussite du projet, le CJP joue un grand rôle d'accompagnement au cours du déroulement de Plus 1.
Avant même que les binômes soient établis, les candidats sont rencontrés individuellement. Dès que les binômes sont formés, le CJP organise d'autres rencontres avec les jeunes, en plus des séances de formation et des sorties, mentionnées ci-dessus. Lors de la première rencontre organisée avec les 2 membres du binôme, l'employé du CJP revoit les objectifs du projet avec eux, fixe les limites de l'engagement de chacun, discute de la disponibilité des 2 membres et confirme que le jumelage est susceptible de fonctionner. L'organisme assure de plus une évaluation de l'expérience des jeunes à la moitié du projet. À la suite de cette évaluation, le jumelage se poursuit tel quel, où le CJP et les participants y apportent des ajustements pour en améliorer la qualité. Une évaluation finale est effectuée à la fin de 4 mois de jumelage. Elle aborde les succès, les effets et les difficultés du jumelage. Voici un échéancier. Donc, ça, c'est ce qu'on aimerait vraiment mettre en place dans l'avenir. Pour l'instant, on n'a pas encore été capable de le mettre en place à cause du budget. Avec nos partenaires, le CJP organisera des occasions de formation et des sorties de groupe. 2 fois par année, au début des jumelages, nous offrirons une première formation générale à la nouvelle cohorte d'accueillants, au cours de laquelle seront présentées des ressources et des pistes pour réussir l'intégration de l'autre. Inversement, les accueillis recevront une formation sur l'ouverture à l'autre. En cours de projet, nous organiserons de 2 à 3 formations plus spécialisées pour les intéressés. Par exemple, sur la communication interculturelle, la prévention des conflits interculturels, l'histoire du français au Manitoba ou la compréhension de l'autre. Pour terminer, voici quelques chiffres pour que ce soit un peu plus clair. Donc, Sol Francophone, Fondation communautaire à Winnipeg, a investi des fonds dans le programme à présent, donc 3 250 $ depuis 2017. En 2016, l'année de création de Plus 1, nous avons formé 7 binômes. En 2017, nous en avons formé 9, et en 2018, 14 binômes ont été formés. Et pour finir, voici un article de La Liberté, un journal local francophone qui parle de l'expérience d'un binôme qui a été créé. Et puis je vais juste vous donner le récit d'une accueillante qui dit « Simret, je me suis inscrite à Plus 1, un peu par hasard. J'ai toujours vécu au Manitoba et je me suis dit que je pourrais facilement accueillir quelqu'un et montrer Winnipeg et ses activités. J'ai été plus que surprise. En plus de m'être fait une nouvelle amie, le jumelage de Plus 1 m'a même permis de découvrir plusieurs lieux de ma propre ville que je ne connaissais pas. J'ai adoré redécouvrir ma ville avec Plus 1. » Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manon. Manon Guénaud, donc du Conseil jeunesse provincial du Manitoba. Il y a plusieurs personnes qui, vous voyez, les fiches pour remplir les fiches de commentaires à la fin qu'on vous demande de remplir, ben, ça sert parce que déjà, on a eu des gens qui nous ont demandé les PowerPoint. Est-ce qu'on va pouvoir avoir est-ce qu'on pourrait les avoir? Je peux vous dire que oui. Donc, dès la semaine prochaine, donc vous avez peut-être pu apprendre de notes ou des photos. Si vous êtes capable d'attendre quelques jours, ils vont être disponibles sur immigrationfrancophone.ca. Alors, passons à notre autre panéliste maintenant. Il s'agit de Pablo Mahana Sandoval, qui est un jeune militant de l'Ontario. Il est né à Montréal, aménagé à Ottawa à l'âge de 9 ans. Et ce changement de ville lui a fait constater que même si d'une manière difficile, l'importance donc de la communauté et de la langue. Alors qu'il était en 9e année, il a participé aux Jeux franco-ontariens de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne de 2015. Et cet événement, c'est l'élément déclencheur pour lui dans son engagement communautaire. Il a été élu au Conseil de représentants donc, de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne et il en est devenu le président en 2017. Lors de son mandat, il a eu la chance de visiter les 4 coins de l'Ontario, bien sûr, mais aussi du Canada et de rencontrer, échanger avec d'autres jeunes francophones. Maintenant, il est à l'université. Il fait une conjonction de 2 mots, là. Maintenant, il est à l'université. Pablo souhaite donc plus tard s'engager en politique fédérale et internationale avec un intérêt particulier pour la sphère de la francophonie et le rôle du Canada, et particulièrement l'Ontario qui y joue. Accueillons, s'il vous plaît, M. Pablo Mahana
Sandoval. Merci beaucoup, très gentil. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Je vais prendre une approche un peu moins formelle. J'ai décidé de ne pas monter une présentation PowerPoint aujourd'hui. Je me suis dit, au fond de moi, que c'était parce que je voulais prendre une approche moins formelle, mais c'était aussi parce que ça ne me tentait pas de monter une présentation PowerPoint. Les études, etc. En tout cas, soyons francs avec nous-mêmes. En tout cas. J'aimerais saluer quelques personnes, quelques amis, quelques anciens collègues. Monsieur Jean Johnson, président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Monsieur Justin Johnson, vice-président, ancien collègue. Alain Dupuis, directeur général de la FCFA. Peter Minuk, directeur général de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Et bien sûr, Sue Duguay, qui est présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne française. Bonjour à tous et à toutes, bien sûr, d'autres intervenants de la francophonie. Premièrement, j'aimerais commencer avec une petite parenthèse. J'adore le thème, un peu, j'adore la journée même, le thème de la journée même sur l'immigration. On voit que la diversité culturelle n'est pas un fait accompli dans le monde occidental, suite aux événements des dernières semaines, et c'est quelque chose que je constate aussi sur les campus universitaires que je visite en ce moment. Les racistes et ceux qui opposent la diversité culturelle ne sont pas que de vieilles personnes. Il y a plusieurs jeunes qui disent « c'est bien correct, on va attendre 20-30 années, les racistes vont mourir, et là notre utopie sera installée ». Mesdames et messieurs, malheureusement, ça serait fantastique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a des jeunes de 19-20 ans qui sont tout aussi des nationalistes blancs que de vieux de 50 et 60 ans. Et c'est pourquoi, de notre bord, en tout cas, c'est pourquoi, dans notre communauté, je suis ravi de voir un effort soutenu de raffirmer notre engagement à la diversité culturelle. Oui, merci. Parfait. Alors, un petit survol de ma présentation. Je vais commencer avec un petit qui suis, mon parcours, et ensuite quelques observations qu'on peut extraire, qu'on peut tirer de ce parcours. Alors, ton nom est bien Stéphane? Parfait, excuse. Stéphane l'a bien mentionné, je suis ancien président de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, un excellent organisme, vraiment, si vous ne connaissez pas encore, cherchez ça, c'est un excellent organisme qui fait vraiment du travail fantastique. J'étais aussi élève conseiller pour 2 ans de mon conseil scolaire, le CECCE, Conseil d'école catholique du Centre-Est, et je suis maintenant étudiant à l'université en affaires publiques et gestion de politique publique. D'où je viens, c'est intéressant parce que Madame Brigitte Chavez est aussi chilienne. Ma mère est chilienne. Alors, je suis né d'une mère chilienne et d'un père syrien, latino et arabe. Alors, un double cauchemar pour le président américain. Mes parents parlent français, mais ne s'identifient pas comme francophones. Je crois que c'est quelque chose d'intéressant à reconnaître. Mais ils parlent français, ils peuvent se débrouiller très bien. Et ils sont arrivés au Canada dans les années 90. Alors, je ne suis pas nécessairement immigrant moi-même, je suis né à Montréal, mais je suis issu de l'immigration et fier de l'être. C'est ça, né à Montréal, déménagé à Ottawa à 9 ans, 2009, parce que mon père s'est obtenu un travail fédéral, certainement. Et avant de venir à Ottawa, avant de déménager à Ottawa, j'avais appris l'espagnol à la maison comme langue maternelle, et j'avais appris l'anglais et le français à peu près en même temps. Mais pour moi, le français, ce n'était pas nécessairement une langue de la communauté, c'était plutôt juste une langue d'apprentissage. C'était la langue dont je suivais mon éducation élémentaire. Mais c'est lorsque j'ai déménagé à Ottawa et lorsque j'ai subi un peu une période d'isolement social que j'ai commencé à reconnaître l'importance de la langue dans la sphère communautaire.
Juste une petite anecdote. Lorsque j'étais en 5e année, je me suis fait baptiser en passant. Je me suis fait baptiser pour entrer dans une école francophone catholique parce que mes parents ont reconnu l'importance du français, mais cette école élémentaire en particulier nous donnait du trouble par rapport à mon identité religieuse. C'est malheureux, mais... alors, je suis catholique sur papier. Sur papier et lorsque je suis dans un avion. En tout cas. Et lorsque ma mère s'est rendue compte un peu du défi social que je vivais, elle est allée voir mon enseignante de 5e année, elle lui a dit, s'il vous plaît, aidez-lui à se faire des amis. C'est pas moi qui l'a demandé de faire ça. Hein. Je n'étais pas un enfant de 12 ans qui lui demandait, maman, fais quelque chose s'il te plaît. Non, c'est elle qui l'a fait parce qu'elle se préoccupe pour moi. Et l'enseignante a dit, il n'y a vraiment rien à faire. Ces élèves ont été ensemble depuis la maternelle. Votre fils arrive en 5e année. Il y a très peu que je peux faire. Comprenable, un peu cruel, mais comprenable. Et c'est un peu le défi qui font face les jeunes immigrants dans mes conversations avec eux au cours de mon mandat de la présidence. Même si je suis arrivé de Montréal, qui est quand même un pays... pas un pays... une ville canadienne et une ville canadienne et où je n'avais pas la barrière linguistique de mon côté, il y avait quand même la question de l'isolement social et d'arriver dans un nouveau milieu qui avait déjà des liens sociaux très, très développés. En tout cas, 5e, 6e année, période difficile de ma vie, j'avais des broches, j'avais un sourcil au lieu de 2. Ça faisait dur, comme on dit en bon français. Mais ensuite, c'était en 7e année, à l'école secondaire catholique Franco-Cité à Ottawa, que mon animatrice culturelle, Madame Maryse Paquette, a pris intérêt dans mon potentiel. Elle m'a dit que j'avais du potentiel, je ne le croyais pas. Mais ensuite, elle m'a apporté à plusieurs activités d'animation culturelle. Elle m'a encouragé, elle a dit, Pablo, je suis sûr que tu vas accomplir de grandes choses, même pas dans le futur, dans l'école secondaire. Et je ne la croyais pas, mais c'était en 9e année que j'ai participé à mes tout premiers Jeux franco-ontariens, vraiment le plus grand rassemblement des jeunes francophones en Ontario, et c'était une expérience éblouissante. C'était la première fois, mesdames, messieurs, que j'ai eu le sentiment d'appartenir à une communauté plus large que juste ma famille. Parce que je n'ai pas de famille autre que nucléaire ici. Nous sommes seuls les 4 sur ce continent, sur l'Amérique du Nord. Alors, il y avait un sentiment d'isolement, mais aux Jeux franco-ontariens, j'ai trouvé ma communauté. J'ai trouvé que ma communauté, et le français est devenu bien plus qu'une langue d'éducation, est devenu une langue de communauté. Et je crois que c'est quelque chose que je partage avec d'autres francophones, d'autres Acadiens. Le français est bien plus qu'une langue de communication et d'apprentissage, c'est une langue de communauté. Et il y a vraiment un lien émotionnel à ça. En tout cas, mes premiers Jeux franco-ontariens à Penetanguishene en 2014. Ensuite, je me suis engagé, suite à l'encouragement d'un ancien vice-président de la FESO, M. Alexandre Black, de me présenter au conseil de représentation. Alors, je me suis fait élu comme représentant de la région d'Ottawa. Ensuite, l'année d'après, comme vice-président. Et ensuite, l'année d'après, en tant que président. Et bien sûr, au conseil scolaire. Ça, c'est moi. Ce n'est pas le parcours de tout le monde. On me dit que je suis ambitieux, que j'aime m'engager dans tout, et c'est vrai, et c'est vraiment une distinction que j'aimerais faire. Immigrant ou pas, parce que j'en ai connu les deux, il y aura toujours, généralement, 2 types de jeunes. Les jeunes type A, qui vont s'engager, n'importe quoi les défis, qui vont chercher à accéder à la position à exercer leur leadership, développer des compétences, vraiment quelque chose au sein d'eux-mêmes, inexplicable, qui leur pousse à s'engager de plus en plus, et des personnes de type B, généralement tout le monde d'autre. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de supériorité, une personne supérieure en un type supérieur à l'autre, parce que ces 2 personnes partagent le même besoin. C'est le besoin d'appartenir à quelque chose de plus grand que leur famille. C'est leur besoin d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et c'est un peu ça l'observation que j'ai extrait, que j'ai pris de mon parcours lorsque je songeais à ce que j'allais vous dire aujourd'hui. C'est que
l'Ontario français pour moi, mais la francophonie canadienne fait un bon travail, mais peut continuer de développer ses compétences et sa capacité de retenir ces deux types de jeunes. Je vous dis, les occasions pour les jeunes ambitieux ne cessent de se multiplier, à l'extérieur de la sphère francophone autant qu'à l'intérieur. Je vous dis, le secteur privé, le secteur public, les organisations à but non lucratif, internationales, locales, ces organisations reconnaissent, et bien sûr le gouvernement fédéral de M. Trudeau qui nous dit qu'il y a une importance très spéciale à apporter aux jeunes. Les opportunités, les occasions ne cessent de se multiplier et c'est à l'Ontario français, c'est au Canada français et acadien de suivre un peu cette tendance pour s'assurer de retenir les jeunes ambitieux, les jeunes leaders au sein de leur sphère parce que ça pourrait avoir un effet multiplicateur des jeunes leaders tels Sud Duguay, tels Justin Johnson qui vont sortir de cette communauté, qui vont entrer dans le monde professionnel, soit rester explicitement dans le monde francophone ou peut-être pas, sortir dans le secteur privé, sortir en politique fédérale, provinciale, etc. Mais qui vont se souvenir de leur communauté une fois rendus dans des positions de pouvoir et qui vont être des alliés incroyables de la francophonie. Et c'est un peu un investissement dans le futur. On dit, c'est un cliché, mais c'est vrai. C'est vrai. Il faut éviter à tout coup de perdre ces personnes à un secteur privé qui ignore un peu, ou certaines sphères du secteur privé qui ignorent un peu le communautaire, la sphère de la langue. En tout cas, moi j'ai imaginé mon parcours de Montréal à Ottawa comme un peu un tapis roulant, une ligne d'assemblée, un chemin, parce que c'est moins industriel. Il faut s'assurer que le chemin soit éparpillé avec des contacts, avec des personnes qui vont mener les jeunes qui arrivent au Canada dans le bon chemin. Pas nécessairement en les obligeant, mais en leur faisant sentir qu'en suivant ce chemin, ils auront une place à la fin et qu'ils se sentiront bien sur ce chemin. Dans mon cas, c'était Madame Paquette, au tout début. Madame Maryse Paquette, animation culturelle. L'animation culturelle, super importante. On fait ça pas mal bien en Ontario et je suis sûr qu'il y a des histoires de succès partout au Canada. Madame Maryse Paquette, animatrice culturelle qui a pris intérêt dans moi et dans mon potentiel. Des enseignants en secondaire qui ont reconnu ceci aussi. Et bien sûr, les organisations à but non lucratif. Je salue le CJP et bien sûr la FESFO et la FJCF pour le travail fantastique qu'ils font parce qu'eux, ils donnent vraiment un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand aux jeunes. Mais n'importe le type de jeunes, je parlais du type A, du type B, des jeunes, les types engagés qui vont se trouver une occasion d'exercer leur leadership, n'importe les défis, et des autres qui cherchent simplement de se faire accepter par une communauté. Il ne faut pas arrêter aux jeunes qui démontrent évidemment leurs besoins ou leurs nécessités ou leur demande de s'intégrer. Ce n'est pas une question d'arrêter juste aux personnes qui sont leaders immédiatement, parce que ces personnes vont se trouver une manière de s'engager dans la communauté de toute façon. C'est d'aller au-delà. C'est de peut-être passer encore plus de temps avec ceux et celles qui ont l'air désintéressés. Trop de fois, j'ai entendu des personnes en éducation, en animation culturelle dire « Moi, je ne gaspille pas mon temps avec ces gens-là. Ils vont faire ce qu'ils veulent. » N'est-ce pas? Je ne connais pas leur situation à la maison, je ne connais pas leur situation sociale, mais ils sont désintéressés aux Français, ils sont désintéressés à la sphère francophone. Moi, je vais passer du temps avec les bons francophones, ceux qui veulent s'engager. Mesdames, messieurs, il n'y a aucune chose qui existe qui a le nom un bon ou une bonne francophone. Diviser la communauté linguistique dans des bons et des mauvais, c'est quelque chose qu'on a rejeté il y a quelques décennies, j'espère, mais il y a encore un travail à faire là-dedans. Nous sommes tous francophones. Nous sommes tous francophones et, soyons francs, on n'est pas nécessairement dans une position, mathématiquement, là, on n'est pas dans une position de rejeter certains de notre communauté. On est déjà dans une situation minoritaire. Nous sommes déjà dans une situation minoritaire.
ne divisons pas la minorité dans de plus petits morceaux. Impossible. Alors, il est important d'avoir un bon chemin, d'avoir un chemin brillant, un chemin qui renforce un sentiment d'appartenance, d'avoir un chemin à chaque étape de la vie, du développement du jeune, hein, qui renforce leur sentiment d'appartenance, mais aussi qui illumine des positions ou des occasions dans le futur, et qui ne discrimine pas sur l'éloquence, qui ne discrimine pas sur le leadership, sur le vocabulaire, sur l'accent. Parce que moi, je ne suis pas blanc là, mais je suis quand même pas mal privilégié. J'ai un accent qui n'est pas nécessairement québécois. Je suis né à Montréal, je suis éloquent, et on me décrit comme ambitieux. Pas nécessairement quelqu'un qui allait se perdre un peu dans la foule, disons. OK? Mais je ne suis pas la norme. Et juste parce que je suis ici, devant vous aujourd'hui, après mon parcours à la FESO, juste parce que je suis ici en tant que jeune racialisé, ça ne veut pas dire que l'Ontario français est une histoire de succès partout. Il faut continuer à ce que le succès que moi j'ai vécu soit la norme pour chaque personne racialisée, chaque nouvel arrivant qui arrive à notre belle province et qui, bien sûr, qui arrive au Canada français. Mesdames et messieurs, je vous laisse avec ça. Je vous remercie de votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, mon cher Pablo, les jeunes de 50 et 60 ans te disent merci. Alors, allons-y. Non, j'ai reçu ma carte d'aîné ici en Nouvelle-Écosse. Et on s'est fait un plaisir de venir me la donner en ondes. OK. C'était très, très, très émouvant. Allons-y avec la période des questions. Nous avons exactement 13 minutes. Alors, j'aimerais, lorsque vous avez une question, vous vous présentez à un des micros, vous vous présentez, donc qui êtes-vous, et posez votre question. Je vais parler fort dans ce cas-là. Ah, ça marche. OK. Bonjour, Christian Val, coordonnateur du RIF du code postal P, donc du parc Algonquin au Manitoba. Merci Pablo. Mon fils Quaid est justement rencontré à Penetanguishene, c'était le gymnase de Sudbury. Merveilleux travail qu'ils font à la FESFO. C'est lui qui a réalisé comment c'était le fun et cool d'être francophone. Donc, continue le beau travail. Moi, ce qui m'a vraiment excité, Brigitte, votre analyse, on était un peu plus loin en Ontario parce qu'on voulait parler de l'immigration en région. On a enlevé Toronto et Ottawa de l'équation et c'est là qu'on a réalisé que plus on allait en région, plus les revenus moyens et la rapidité de l'embauche des immigrants francophones étaient rapides. Donc maintenant, je vais vous présenter Hadza, mon adjointe ici, Paula et Moïse, mes deux autres agents. Parlez-en à un autre, parce qu'on va laisser la parole aux autres. Mais écoutez, on a une équipe, l'Institut des politiques du Nord, qui est en train de démontrer justement que dans le nord de l'Ontario, on fait plus d'argent et plus rapidement. Et on a besoin de 50 000 immigrants par 2041. Moi, j'imaginais que c'était des gens francophones. Les opportunités en région sont immenses. La même chose dans le centre-sud-ouest de l'Ontario, dans l'est de l'Ontario, mais aussi dans toutes les autres régions. Bravo, merci. Un, deux, OK. Bon. Si vous avez une question, levez la main. Je peux me déplacer. Vous n'êtes même pas obligé de vous lever. C'est bon, hein? Vous aurez à vous lever par la suite, mais... Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ah, en passant, des questions avec un point d'interrogation. Mais c'est gentil, merci. Merci du commentaire. Seulement pour... je ne sais pas si le micro... On l'allume. Oui, seulement pour renchérir sur ce que vous disiez, l'analyse portait justement au niveau agrégé. Puis vous avez vu que par rapport aux statistiques que j'ai présentées sur la fréquence du revenu faible, du faible revenu, on voyait qu'aux âges supérieurs, l'écart s'amenuisait entre les immigrants et les non-immigrants.
Donc, c'est évident que des analyses multivariées nous permettent de constater qu'il y a plusieurs déterminants qui font que les revenus peuvent varier au sein de la population immigrante. Merci. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Marie Galoff et je coordonne le réseau en immigration Saskatchewan. Et la question est pour Mélanga Georges. Je me demandais dans quelle mesure les groupes ethnoculturels ou les associations culturelles jouent un rôle dans l'accompagnement scolaire des nouveaux arrivants dans la région que vous avez étudiée et si c'est un aspect de la réalité qui a été pris en compte dans votre recherche. Vraiment, c'est comme ça. Oui, j'ai vérifié, mais comme j'avais dit, il y a juste un organisme, ce qui est l'immigration francophone en Nouvelle-Écosse. C'est cet organisme qui organise un peu des activités en ce qui concerne l'intégration des élèves. Mais je n'ai pas trouvé d'autres. Mais quand je parle des groupes ethnoculturels, c'est peut-être finalement l'organisation de certaines communautés, comme les associations des Burundais ou les associations des Congolais, tout ce système finalement informel, plus ou moins structuré, plus ou moins incorporé, qui joue un rôle d'accompagnement souvent remarquable et qui est finalement relativement invisible la plupart du temps, mais qui est un facteur d'intégration. Oui, oui. Dans d'autres milieux, ça se fait. Mais personnellement, ici, dans la région, j'ai vérifié. Il n'y en a pas vraiment qui s'en occupent. Peut-être ça va commencer un jour. Bonjour, moi c'est Moïse Zawi, je suis du Rif du Nord. Je travaille avec Christian. Excusez-moi, le micro est un tout petit peu... Voilà, donc moi j'ai une question pour vous encore, monsieur... Excusez-moi, donnez-moi, monsieur Boy. Je pense. J'avais une question parce que vous avez parlé des enfants qui ont un problème d'apprentissage. Et au vu de l'intervention de la première conférencière, j'ai vu que souvent cette manière d'évaluer, c'est quoi le processus d'évaluation? Parce que les enfants qui viennent issus de l'immigration sont affectés par plusieurs facteurs. Donc tous ces facteurs peuvent faire croire qu'ils ont un problème d'apprentissage, mais dans le fond, si on fouille, ça peut ne pas être le cas. Est-ce que dans les discussions avec ces différents conseils, ils vous ont parlé de la méthode? Est-ce que la méthode est encore à jour? C'est la méthode ancienne qui est appliquée. Est-ce que ça tient compte de tous ces paramètres? C'est ça ma question. Les enfants qui arrivent de l'immigration ne sont pas des enfants qui sont des idiots, mais qui subissent, suite à tous ces changements qu'ils ont vécus par le passé. Quand ils arrivent ici, ils sont un peu comme dépaysés. Et le problème en est que quand ils arrivent, ça prend juste une semaine ou 2 semaines après, on les place à l'école. Et dans certaines écoles, dans certains conseils, on ne fait même pas. Ils n'ont pas le système de faire l'évaluation des niveaux. On les place directement dans des classes en fonction de leur âge. C'est ça qu'on fait ici au Canada. Si vous avez 14 ans, vous allez directement là-bas. Même si vous avez vécu dans des camps de réfugiés où tu n'as pas suivi un système formel d'éducation, on te place là-bas. Ce qui est encore pire ici, au Québec au moins, il y a des classes d'accueil. On peut vérifier ton niveau et puis te placer dans une classe d'accueil. Ici, ça n'existe pas, le système des classes d'accueil. C'est-à-dire on te met peut-être à 7e année, 8e année, et puis là, on va chercher à trouver de l'aide pour t'encadrer. Parfois, les écoles n'ont pas de ressources. D'où on voit ces problèmes de difficultés d'apprentissage, parce que premièrement, peut-être il y a des problèmes de la langue. Aussi, tu n'as pas été dans un système régulier. Et puis, tout ce qui a de culturel, à la maison, tu n'as pas de l'aide. À la maison, les parents, par exemple, ne sont pas capables de t'aider parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue, ils ne comprennent pas ce que tu apportes à la maison comme devoir. Et tu n'as pas d'aide dans les centres d'aide aux devoirs. Donc, tout ça, ça fait voir chez l'enfant qu'il a vraiment des difficultés, il a des problèmes d'apprentissage. C'est parce que ce n'est pas bien structuré, l'accueil n'est pas là. Si on était bien organisé, les encadrer dès le départ, évaluer leur niveau,
les mettre dans des classes d'accueil pour se niveler et puis les envoyer dès qu'ils seront prêts dans une classe régulière. Peut-être ça pourrait réduire. Et puis les parents aussi, parce qu'ici, on prend toujours comme acquis qu'on donne les devoirs aux enfants, ils vont à la maison, les parents vont les aider. Certains parents, ils arrivent ici, ils avaient déjà quitté l'école depuis 20, 30 ans. Et avec les mathématiques et tout ça, et le système d'enseignement ici, ce n'est pas pareil partout. C'est différent des autres pays, les parents ne se retrouvent pas. Parfois, les parents peuvent se retrouver, mais ils veulent enseigner l'enfant selon ce que lui savait quand il était à l'école. Mais maintenant, l'enfant ici suit il y a une autre façon, d'autres méthodes d'enseignement qui se passent. Donc, les enfants sont un peu comme perdus dans tout cela. Le problème, ce n'est pas parce que les enfants ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents, mais il manque seulement de structures. Si on organise des structures pour bien les accueillir, ils vont rapidement se mettre à niveau et puis suivre leur cheminement normal. Merci, M. Liboy. Prochaine question? Oui, prochaine question, c'est envers Manon. Par rapport à votre projet plus 1. Le projet de jumelage, il y en a toujours eu quelques-uns. Et est-ce que tu pourrais commenter peut-être le défi que ça devient onéreux pour la personne qui est jumelée de toujours essayer de penser à faire des activités et tout ça, comparé à peut-être multiplier les occasions de faire des choses, pas nécessairement avec la même personne. Alors, de voir, comparer la différence, si vous avez fait cette comparaison. Alors oui, on a pensé à ça. On a pensé à ça. Après, on essaye vraiment le but ultime, c'est vraiment d'avoir, pour les nouveaux arrivants, ou en tout cas l'accueilli, d'avoir vraiment une personne repère. Donc, c'est donc son accueillant sur une durée de 4 mois. Alors après, les activités qu'on a fait jusqu'à présent ne sont pas nécessairement onéreuses pour l'accueillant, puisque c'est des activités qui sont très souvent gratuites, proposées par des organismes de la communauté francophone. Oui, donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais en général, ça revient... Ça ne coûte rien à l'accueillant. Okay. C'était juste la différence entre créer des affinités vers la communauté versus développer un lien personnel. Oui. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. J'ai une question, mais c'est pour le dernier intervenant. Oui, je vous remercie déjà pour votre présentation. Et puis le sujet que vous touchez est tellement sensible. Je demande, est-ce que vous avez des activités que vous menez dans ce but-là de pouvoir déjà détecter, est-ce que vous avez des stratégies, vous avez pensé à des choses pour détecter ces jeunes qui sont au sein de la communauté et qui pourraient être intégrés? Parce que là, nous travaillons sur un projet de développement communautaire qui parle de communauté accueillante et on parle de leadership inclusif. Et moi, j'ai entendu ce que vous avez dit et puis ça m'a... Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez proposer dans ce sens-là? Merci beaucoup pour la question. C'est vraiment ce que j'ai mentionné brièvement, une question de continuum, une question de tapis roulant, une chaîne d'assemblée. Et dans un continuum, par définition, il y a des liens qui sont créés dans tous les secteurs. Un peu menant vers une direction spécifique. Alors, je veux dire qu'il y a un travail fantastique qui se fait au niveau de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, qui développe les compétences de leader et qui fournit cette communauté, ce sentiment de communauté d'appartenance. Mais le succès de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne dépend presque entièrement, sur le financement, sur des liens avec les écoles secondaires qui un peu enseigne notre membrité. C'est pourquoi on investit tellement de ressources dans nos personnes contacts, alors des jeunes qu'on trouve être des leaders pour faire le lien entre la fédération et les écoles, des adultes contacts, des partenariats, merci, des partenariats avec les conseils scolaires, en plus de la direction de chacune des écoles. Isolé, c'est très difficile de trouver
la première question, c'est de trouver les jeunes qu'on veut intégrer, mais deuxièmement, de les apporter sans des défis ou des troubles trop majeurs à une meilleure place. Alors, c'est vraiment de se parler entre communautés, mais aussi d'utiliser les outils qui existent déjà. Right? Il ne faut pas réinventer la roue. La FESFO a déjà un répertoire énorme d'activités de développement de leadership et d'événements. C'est vraiment de se trouver en communauté. Je parle vraiment trop proche du micro. De se trouver en communauté et de créer ce continuum et de le renforcer à chaque fois. Merci beaucoup. Dernière question. Donc, Lionel Jekam, du Centre de politique en immigration francophone, qui fait partie du ministère fédéral de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. Donc, j'ai une double question pour Manon, dont j'ai aimé beaucoup la présentation. Donc, le projet plus 1, je voulais savoir si ça ne vise finalement que les résidents temporaires. Et dans ce cas-là, est-ce que vous n'auriez pas un intérêt à vous intéresser aussi aux résidents permanents qui, eux, vont vraiment s'installer peut-être plus longtemps au Manitoba? Et la deuxième partie de ma question, ce serait de savoir si vous avez pensé à d'autres organismes qui font du jumelage, parce que moi, j'ai bénéficié de ça, mais pour l'apprentissage de l'anglais en Ontario. Est-ce que vous avez pensé donc à contacter d'autres organismes qui font du jumelage dont vous pourriez vous inspirer ou alors dont votre modèle pourrait servir d'inspiration? Merci. Alors, pour répondre à la première question, je pense que c'est important de toucher aux personnes effectivement qui vont être là, qui vont rester au Canada, mais aussi les personnes comme moi qui sont juste venues pour une durée de 9 mois et qui finalement reviennent parce que je me suis vraiment sentie très à l'aise où je me suis trouvée. Donc, je pense que c'est aussi important de vraiment prendre ça en compte. Et je pense que oui, le CJP est vraiment intéressé de travailler avec d'autres organismes et développer ce projet de jumelage à l'extérieur du Manitoba. Oui. Eh bien voilà, on applaudit très fort, s'il vous plaît, nos 4 panélistes. Merci beaucoup, merci à vous. On va prendre une pause.